Il naît en 1899 dans le quartier de Brooklyn à New York, au sein d'une famille modeste originaire d'Italie. Son père, Gabriel, quitte son village près de Naples dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie de l'autre côté de l'Atlantique. Sa mère, Teresina, partage le même rêve, celui d'échapper à la pauvreté chronique qui frappe de nombreuses régions italiennes à la fin du XIXe siècle. Lorsqu'ils débarquent à Ellis Island, ils font partie de ces milliers de migrants qui affluent chaque mois vers les États-Unis, attirés par la perspective d'un travail stable et d'une vie meilleure. Mais la réalité à Brooklyn est bien différente de celle qu'ils imaginent avant de partir. Les quartiers où vivent ces nouveaux arrivants sont surpeuplés, les rues bruyantes regorgent de petits commerces et les logements, souvent insalubres, manquent d'espace et de confort. Chaque jour, Gabriele coupe les cheveux de clients, payant à peine de quoi nourrir ses enfants, tandis que Teresina s'affaire à la maison et essaie de compléter le maigre revenu familial en confectionnant des habits. La communauté italienne fait bloc pour survivre. Dans ces quartiers, les habitants s'entraident, partagent des conseils, s'échangent des victuailles, mais ils se heurtent aussi à la discrimination. Beaucoup d'Américains de souche considèrent les Italiens comme inférieurs, les jugent bruyants, dangereux, parfois même peu instruits. Cette hostilité frappe de plein fouet la famille du jeune garçon. Il ressent dès l'enfance le regard méprisant de certains voisins et de nombreux employeurs potentiels de son père, ce qui alimente un fort sentiment de révolte. Dans cet environnement, la solidarité devient un élément vital. Les parents tentent de protéger leurs enfants de la violence omniprésente, mais la rue, avec sa culture de débrouille et de loyauté à tout prix, façonne déjà les plus jeunes. Très tôt, le futur Scarface est confronté à la dureté du bitume new-yorkais. Les immeubles vétustes de Brooklyn laissent peu de place aux grands espaces, et les enfants passent vite du statut d'élèves turbulents à celui de petits voyous de quartier. Ils s'intègrent dans des bandes de gamins qui, pour quelques cents, proposent de porter les paquets aux passants, guettent l'arrivée de la police pour le compte d'un maraîcher en situation illégale, ou s'improvisent protecteurs auprès d'autres enfants. La pauvreté invite ainsi à des stratagèmes de survie, et tout le monde tente de grappiller quelques pièces. Dans ce contexte, il se forge une culture d'honneur qui valorise l'entraide et le respect, mais également la vendetta en cas d'affront. Personne ne veut se faire marcher sur les pieds dans ces rues où la moindre faiblesse attire bientôt l'attention de bandes rivales. À l'école, il se montre agité, impulsif. Les professeurs se plaignent souvent de son impertinence. Ils ne supportent pas l'autorité stricte, se rebellent contre leurs remarques, cherchent constamment à s'imposer face à ses camarades. On relève chez lui un certain charisme, un goût pour la provocation et déjà un sens du leadership. Il parvient à convaincre les autres garçons de le suivre, sait repérer les plus influençables, repère aussi les plus forts pour mieux négocier des alliances. Son comportement violent finit par lui valoir une expulsion définitive, alors qu'il n'a guère dépassé l'âge de 14 ans. Cette exclusion du système scolaire scelle pour lui une trajectoire différente de celle de nombreux adolescents. Sans diplôme, sans perspective immédiate de travail honnête, il se tourne de plus en plus vers la rue. Ses premières bagarres, marquées d'insultes et de coups, le renforcent aux yeux de certains complices de quartier qui reconnaissent ses talents de bagarreur. Mais elles renforcent aussi chez la police l'idée qu'il est un fauteur de troubles, susceptible de finir dans des affaires plus sérieuses. Dans ce Brooklyn de la première moitié du XXe siècle, les gangs se multiplient, attirant les jeunes en rupture scolaire. Ils sont souvent liés à des organisations plus structurées qui utilisent les adolescents comme main-d'œuvre bon marché pour des tâches illégales. C'est précisément dans cet univers qu'il fait la rencontre de plusieurs figures connexes au crime organisé, dont un certain Johnny Torrio. Ce dernier, d'origine italienne, est plus âgé, déjà très respecté dans le voisinage. Il se révèle fin stratège, sait repérer les recrues prometteuses et se montre prudent dans la gestion de ses affaires. Au début, le futur parrain n'est qu'un garçon de course, un messager discret qui transporte des enveloppes, passe des consignes, livre des colis sans poser de questions. Il gagne quelques billets sous la protection d'hommes aguerris, observe leurs manières, apprend à anticiper les contrôles de police. Quand il n'est pas coursier, il doit aussi surveiller une ruelle, évaluer les allées et venues des patrouilles et signaler tout visiteur indésirable pour protéger un entrepôt illicite. De temps à autre, il participe même à des intimidations. Il frappe à une porte pour recouvrer une dette, il effraie un commerçant retardataire qui doit de l'argent. Ce sont à première vue de petits délits, mais il cimente sa réputation dans le milieu
et atteste de son caractère résolu. Un soir, dans un bar animé de Coney Island, il prononce quelques paroles déplacées à l'encontre d'une jeune femme. Son frère ou son compagnon, furieux, s'approche et sort un couteau. La bagarre dégénère vite et une lame vient lacérer la joue gauche du jeune ambitieux. La blessure est profonde, il hurle de douleur, se débat, mais rien n'y fait. Le sang coule le long de son visage et on lui fait rapidement comprendre que tout n'est pas permis, même quand on se croit bien protégé. La cicatrice qui se forme ensuite est nette et visible. Elle lui donne un air plus dur, un air qui ne manque pas d'attirer l'attention. Les gens des quartiers l'affublent alors d'un surnom qui finira par lui coller à la peau toute sa vie, Scarface. Pour lui, c'est à la fois une fierté étrange et une gêne. Il déteste qu'on le traite en victime, mais cette balafre alimente bientôt sa réputation de mauvais garçon. Cela renforce aussi le respect craintif que lui portent certains petits truands. Ce visage marqué devient un symbole, comme un rappel permanent de la dureté des affrontements de rue. En prenant un poste de barman dans des établissements fréquentés par la petite et moyenne criminalité de Brooklyn, il découvre un univers bien plus large que celui des simples bagarres de quartier. Depuis l'autre côté du comptoir, il voit défiler des prostituées, des contrebandiers, des proxénètes, des joueurs invétérés, des membres de bandes locales et occasionnellement des politiciens corrompus. Chaque soir, il sert des verres, note les commandes et surtout, il écoute. Cette écoute lui permet de deviner l'étendue des rivalités, de comprendre qui travaille avec qui, de repérer quel policier ferme les yeux sur tel type d'affaires, quel juge est sensible à certains arguments financiers. Les discussions, parfois chuchotées à mi-voix, lui révèlent les règles tacites de ce microcosme. Il y a des têtes à ne pas contrarier, des liaisons à cultiver, des boucs émissaires qu'on peut sacrifier en cas de besoin. Les conversations lui servent également à percevoir les personnalités dominantes. Le chef d'un gang souhaitera toujours que l'on parle de lui avec crainte et respect, tandis qu'un lieutenant mal assuré laissera percer des doutes dans ses propos. Le barman, souvent considéré comme un employé banal et peu menaçant, recueille toutes ces indications sans que personne ne s'en méfie. Derrière ce comptoir, il découvre aussi l'art de la diplomatie. Servir un verre à un client susceptible d'exploser à la moindre contrariété, diffuser un léger mot d'humour pour détendre l'atmosphère quand deux individus commencent à hausser le ton, glisser un message discret à la bonne oreille. Il apprend toutes ces stratégies sociales au quotidien. Son passé d'écolier turbulent lui sert finalement. Il sait faire face à la colère, il sait répondre, mais il saisit surtout l'importance de choisir ses mots avec soin. Il cherche la formule qui flatte l'ego de tel client tout en ne s'aliénant pas à un autre. Il joue sur les regards, sur la gestuelle, et peu à peu, il devient indispensable à ses habitués qui aiment se sentir valorisés. Ils sentent que, derrière ce visage balafré, se cache un esprit éveillé, capable de garder les confidences tout en offrant cette note de légèreté qui fait revenir la clientèle. Dans une ville immense comme New York, les bars servent souvent de lieu de rencontre informelle pour conclure un marché, échanger un pot de vin ou dicter des instructions à quelques hommes de main. Cela fait du barman un témoin privilégié, suffisamment au courant pour démêler les enjeux, suffisamment discret pour ne pas alerter les autorités. Ce travail incarne donc une porte d'entrée idéale vers le crime organisé. Jour après jour, il devient un rouage essentiel de la machine, répondant aux commandes, consignant mentalement qui paye quoi, mémorisant les liens dangereux entre divers individus. Cette position lui permet non seulement de saisir la complexité du réseau criminel new-yorkais, mais aussi de commencer à se faire remarquer. Il exécute des services de plus en plus sensibles. On lui confie un message destiné à un parrain, on lui demande de prévenir un client lorsque l'un de ses rivaux est dans les parages. Il agit comme intermédiaire, transmettant des informations délicates sans jamais laisser transparaître l'importance de ce qu'il transporte. Il sait que la moindre erreur pourrait lui coûter cher, alors il redouble de vigilance. Qui plus est, ses employeurs réalisent qu'il est fiable et qu'il ne parle pas trop. Son sens de la loyauté, déjà cultivé dans la rue, rencontre ici un terreau idéal pour croître. Sa faculté à repérer les gens utiles ou dangereux ne se limite pas aux gangsters reconnus. Il identifie aussi les petits escrocs, les policiers corrompus, les tenanciers de jeux clandestins, tous ces individus qui gravitent dans le milieu
et dont la collaboration peut se révéler très profitable. Il comprend qu'une entente, même tacite, avec un capitaine de police soucieux de boucler ses fins de mois, peut rendre de fiers services. Il cerne aussi la menace que représentent certains officiers incorruptibles qui voudront démanteler les circuits illégaux. Dès lors, il s'impose une règle, dire bonjour, offrir un café, se montrer charmant, glisser une petite faveur. En retour, il attend la mansuétude d'un commissariat ou le silence gêné d'un juge passablement compromis. Il ne s'agit pas encore de grande corruption à l'échelle nationale, mais il pose les fondations d'un pouvoir qui prospérera plus tard. Il se démène pour se mettre dans les bonnes grâces des meilleurs contacts, tout en demeurant prudent et en veillant à ne jamais dépasser son rang. Dans le même temps, sa réputation de barman fiable circule parmi des individus plus haut placés. Petit à petit, le cercle de ses fréquentations s'élargit. Des gens qui cherchent un intermédiaire discret se renseignent sur lui. On vient le tester, on le met à l'épreuve avec des missions plus risquées, comme s'assurer que tel participant, lors d'un rendez-vous secret, se sent en sécurité. Parfois, on le mandate pour calmer un client ivre trop bruyant qui pourrait attirer l'attention des voisins. D'autres fois, il doit piloter des conversations importantes pour veiller à ce qu'aucune oreille indiscrète ne s'en mêle. Il apprend vite à jauger la tension d'une discussion, à trancher un conflit avant qu'il ne dégénère, à imposer le respect par son sang-froid autant que par sa cicatrice. Les habitués, qu'il connaît de vue ou par leur réputation, finissent par lui faire confiance. Ils le voient comme un gars malin, capable de remplir des tâches toujours plus utiles, un individu qui sait tenir sa langue et qui se montre à la fois rassurant et redoutable. Peu à peu, les missions confiées dépassent le simple cadre du bar. Les personnes qu'il côtoie ont souvent des comptes à régler ailleurs, dans d'autres quartiers de la ville. Elles ont besoin de messagers fiables ou de négociateurs aptes à désamorcer des conflits naissants. Elles ont aussi besoin de quelqu'un capable d'inspirer assez de crainte pour faire comprendre à un défaillant qu'il doit payer au plus vite ses dettes. Dans ces affaires, le jeune barman se montre particulièrement efficace. Il sait manier les mots et le regard pour obtenir ce qu'il veut. Il pénètre plus avant dans le petit monde interlope, découvre des planques, des soupers clandestins, des lieux où l'on organise des paris ou des jeux d'argent illicites. Grâce à son flair, il garde toujours un temps d'avance, évite les traquenards et commence à maîtriser les rouages de cette vie aux frontières de la légalité. Cet apprentissage de l'ombre lui rapporte un peu plus d'argent, lui assurant un certain confort inhabituel pour un jeune homme de son âge. Il peut s'acheter des vêtements qui lui donnent l'air d'un individu respectable, se déplacer davantage sans craindre de manquer de quelques dollars pour un fiacre ou un taxi. Il invite parfois des amis à manger dans de modestes restaurants italiens du quartier, où la pasta n'est pas chère et où l'on partage la nostalgie d'une Italie lointaine. Ainsi, il prend goût à cette aisance relative et projette déjà d'atteindre un statut plus élevé. Il rêve de monter dans la hiérarchie criminelle, de ne plus être un simple employé docile, mais un acteur central des combines qui se trament à Brooklyn. Son mentor, Johnny Torrio, sait capter cette ambition grandissante et lui souffle régulièrement quelques conseils de prudence. Ne jamais trop se vanter de ses réussites, veiller à respecter les anciens, ne jamais faire de vagues inutiles. Le jeune homme reste conscient du risque que représente la compétition sauvage entre gangs new-yorkais. Les règlements de compte surviennent parfois au détour d'une soirée banale, et il vaut mieux ne pas se trouver du mauvais côté d'un revolver. Pourtant, il n'hésite pas à user de la force quand il le juge nécessaire. La violence fait partie du langage courant dans son monde, un langage dont il maîtrise désormais la grammaire et la syntaxe. Entre menaces subtiles et agressions directes, il navigue avec prudence. Les cicatrices sur son visage et ses poings ne disparaissent pas, mais elles racontent son parcours, rappellent qu'il n'est pas un novice. Les hommes autour de lui le comprennent et l'acceptent lentement dans leur cercle plus restreint. Au fil des mois, le comptoir n'est plus seulement un lieu de travail. Il se transforme en quartier général officieux pour recueillir des confidences, centraliser les demandes, repérer les opportunités. Il écoute les plaintes des tenanciers voisins qui subissent l'appétit vorace de rivaux ou récolte les rumeurs concernant tel futur contrat criminel. Il n'est qu'un employé, mais chacun sait qu'il assiste à tout. Il encourage les clients à se confier à lui, tout en les flattant habilement. Dans un même mouvement, il instaure une forme de crainte.
Personne ne veut se mettre à dos le barman capable de bloquer un approvisionnement en alcool ou de laisser filtrer une information compromettante. Sans en avoir l'air, il commence à réguler subtilement l'ordre dans son établissement et, parfois, dans le pâté de maison. S'il sent qu'un conflit va éclater, il identifie les protagonistes, leur propose un deal de dernière minute, leur promet d'intercéder auprès de telle personne influente. Petit à petit, cette réputation de barman problème, celui qui arrange, négocie, remet les pendules à l'heure, grandit dans certains cercles clandestins de Brooklyn. Avec Torrio pour conseiller dans l'ombre, il sait qu'il ne doit pas rester passif. Les rivalités entre gangs se font plus intenses, la police raidit certaines positions, et les immigrés italiens essuient encore de nombreux préjugés. Mais lui choisit de transformer ce handicap en catalyseur d'opportunités. Il fait la cour à quelques figures criminelles majeures, distributeurs d'alcool, patrons de tripots, receleurs de marchandises volées. Il propose ses services sans condescendance. Il fait valoir son habileté à rester invisible, sa facilité à collecter des informations, son lien privilégié avec plusieurs officiers. En retour, on lui offre de menus parts sur divers trafics. Il s'en accommode volontiers, car il n'a pas de scrupule à arrondir ses fins de mois de cette manière. Les sommes qu'il perçoit ne sont pas astronomiques, mais elles décuplent sa motivation. Plus il s'immerge dans cet univers, plus il réalise qu'il lui faut viser encore plus haut. Les rodomontades de rue ne lui suffisent plus. Maintenant qu'il a goûté au respect et à la crainte, il veut gagner sa place dans la cour des grands. Dans ses bars jadis anodins, il perfectionne également sa façon de se présenter. Il abandonne les vêtements trop usés, adopte des chemises mieux taillées, soigne sa coiffure. Il veut projeter l'image d'un homme sûr de lui, pas d'un simple bagarreur désordonné. Il observe ses aînés et remarque que les gangsters les plus redoutés sont souvent ceux qui maîtrisent leur langage et portent un costume impeccable. Cette élégance est une forme d'armure sociale, un moyen de signaler aux autres qu'on est digne de respect. La balafre sur sa joue ne disparaîtra jamais, mais au lieu de le rattacher au cliché d'un voyou de bas étage, elle devient pour lui un signe de ténacité. Lui-même n'aime pas qu'on l'appelle Scarface, préférant, lorsqu'il le peut, persuader les gens de garder ce surnom pour eux. Pourtant, il comprend que la légende d'un visage marqué par une lame n'est pas inutile pour maintenir une aura de danger. À force de servir alcool, conseils et menaces discrètes, il finit par nouer des amitiés stratégiques. Il commence à tisser un réseau plus étendu qui dépasse enfin les frontières de Brooklyn. Des visages inconnus font leur apparition dans le bar. Il le regarde, s'informe, demande à lui parler. Torrio, entre-temps, remarque la tournure que prend la prohibition, cette nouvelle ère où la vente d'alcool est sur le point d'être interdite à l'échelle fédérale. Pour la pègre, cela annonce des perspectives considérables. La contrebande d'alcool va créer un marché souterrain colossal. Dans ce contexte, l'expérience de barman se révèle un atout précieux. Il connaît les habitudes de consommation, la manière de gérer les stocks, et il a la confiance de nombreux tenanciers de bar. S'il sait se positionner, il peut espérer devenir l'un des intermédiaires clés de ce commerce illégal. Mais pour le moment, il reste encore un jeune ambitieux, coincé entre son rôle d'assistant au comptoir et les dangers imprévisibles de la rue. Pourtant, personne ne le traite plus comme un simple garçon de course. Les anciens le voient comme un chien de garde, parfois comme un loup prêt à bondir, et ils préfèrent l'avoir à leur côté plutôt que contre eux. Les policiers complaisants, eux, notent sa présence mais ne s'acharnent pas. Tant qu'il fait profil bas et n'expose pas trop ses combines, il ferme volontiers les yeux. En retour, il arrose certains indicateurs, glisse des enveloppes dans la poche de quelques sergents, leur promet parfois qu'aucun meurtre ne sera commis sur leur secteur. C'est encore un équilibre fragile. La police peut toujours décider de frapper un grand coup contre les Italiens, incité par un journal soucieux de rassurer l'opinion publique. Alors, il guette les moindres signes de répression à venir et se prépare à envoyer un émissaire chez tel officier pour demander une faveur. Au bout du compte, il se retrouve en position de force dans son microcosme. Les clients habitués du bar le considèrent comme leur interface avec un monde plus vaste, celui du crime organisé. Ils savent, ou du moins supposent, qu'il est appuyé par des patrons puissants, qu'il n'est pas prudent de se mettre à dos des individus capables de sanctions brutales. Parallèlement, il devient la porte d'entrée de petits truands souhaitant s'élever. Ces derniers cherchent une recommandation pour rencontrer Torrio ou d'autres figures reconnues. Il sélectionne soigneusement à qui il accorde ce privilège,
et ce droit de regard lui donne un petit goût du véritable pouvoir. Chaque soir, lorsque le rideau du bar retombe et que le dernier client quitte les lieux, il se repasse en mémoire tous les événements de la journée, toutes les conversations, tous les secrets glanés au fil des verres servis. Il réfléchit aux manœuvres à venir, aux alliances stratégiques, à la meilleure façon de consolider sa réputation. Et dans la pénombre, il caresse distraitement la cicatrice encore sensible, signe indélébile d'un passé violent qui, paradoxalement, l'ouvre à un avenir fait de bien plus grands risques. Il quitte New York en se rendant compte que la ville, déjà saturée par les pressions policières et les rivalités de gangs, ne lui offre plus la moindre perspective d'ascension. Les autorités commencent à surveiller de près les milieux criminels qui fleurissent dans les quartiers pauvres, et la concurrence devient trop féroce pour qu'il puisse espérer monter en grade. Il se sent cerné par des policiers qui organisent régulièrement des descentes, mais aussi par des bandes rivales qui guettent la moindre occasion de l'évincer. Il comprend que ses talents de barman et d'intermédiaire ne suffisent plus à le protéger s'il reste au même endroit. Il accepte alors la proposition de Johnny Torrio, figure montante dans le milieu, qui l'invite à rejoindre Chicago. Torrio, qu'il connaît depuis quelque temps, a déjà repéré son sens du contact et sa faculté à gagner la confiance de ceux qui franchissent le seuil d'un bar clandestin. À ses yeux, Chicago représente une toile vierge, une ville en train de se développer à une vitesse fulgurante, où la corruption bien établie facilite toutes les transactions illégales. Il le convainc que les opportunités s'y multiplient, surtout avec les transformations que la prohibition est sur le point d'apporter. En cette année 1920, les États-Unis s'apprêtent à appliquer pleinement l'amendement qui interdit la fabrication, la vente et le transport de boissons alcoolisées. La population ne se doute pas encore de l'ampleur des conséquences, mais dans le milieu des gangs, tout le monde presse un changement majeur. Pour ceux qui veulent s'enrichir vite, la prohibition est une aubaine. Les bars se transforment en lieux clandestins, souvent appelés speakeasies, et cherchent un approvisionnement fiable pour satisfaire UDESA. Clientèle qui ne renonce pas au plaisir de boire. Les politiciens véreux et les officiers de police corrompus se préparent déjà à recevoir des enveloppes en échange de leur silence. Lui, qui a passé des années derrière un comptoir, sait mieux que personne comment s'organisent les ventes d'alcool et comment fidéliser des clients exigeants. Il arrive donc à Chicago avec l'espoir de mettre à profit ses compétences de barman, tout en apprenant davantage aux côtés de Torrio. Lorsque la silhouette des premiers gratte-ciel de Chicago se dessine devant lui, il est frappé par l'effervescence de cette métropole en plein essor. Depuis la fin du XIXe siècle, Chicago attire des populations du monde entier, et l'activité industrielle y est en pleine explosion. Les usines, les abattoirs et les chantiers ferroviaires s'étendent à perte de vue, tandis que les quartiers populaires grouillent de nouveaux arrivants qui cherchent à s'en sortir. Les hommes politiques locaux comprennent bien qu'ils peuvent tirer profit de cette croissance rapide en s'alliant avec des individus capables d'assurer un certain contrôle sur le marché illégal. Acceptant l'aide de Torrio pour pénétrer cette jungle, il commence par fréquenter les bars où l'alcool se sert désormais sous le manteau. Grâce à son sourire avenant, à sa capacité d'engager la conversation et à sa connaissance précise des alcools prisés par les clients, il tisse un réseau de contacts précieux. Il identifie quelles marques sont les plus appréciées, quels horaires génèrent le plus d'affluence et quelles zones de la ville sont sous la coupe de tel ou tel gang irlandais, italien ou mixte. Il ne s'agit plus simplement de vendre quelques bouteilles, mais de comprendre l'ensemble de la chaîne, depuis la fabrication clandestine jusqu'à la distribution dans chaque bar. Il participe d'abord à de petits allers-retours entre des entrepôts cachés et les tavernes où il a de bonnes relations. Il négocie avec des fournisseurs qui font venir discrètement du whisky du Canada, du gin de contrebande ou du vin produit en cachette dans des caves improvisées. Il s'imprègne aussi du fonctionnement des pots de vin. Il apprend à repérer quels policiers sont susceptibles de fermer les yeux devant un camion suspect, à qui il doit glisser quelques billets pour éviter un contrôle inopiné et comment présenter les choses pour que tout le monde y gagne. Sa sympathie apparente, déjà rodée à New York, lui ouvre bien des portes. Les politiciens locaux ne se sentent pas menacés face à cet homme chaleureux qui connaît tout le monde par son prénom et qui paraît se soucier du bien-être de ses interlocuteurs. Cependant, derrière cette façade souriante, il n'hésite pas à employer la manière forte quand cela s'avère nécessaire. Il se retrouve rapidement au cœur de plusieurs échanges violents entre gangs concurrents. Ses alliés le voient comme quelqu'un de fiable, de dévoué,
mais aussi de redoutable en cas de conflit. À mesure que la prohibition s'installe comme un régime stable dans le pays, il convertit son savoir-faire de barman en un atout stratégique. Il sait quels alcools acheter pour plaire à la haute société, soucieuse de conserver son style de vie malgré l'interdiction officielle, et il sait aussi comment approvisionner les clients moins fortunés, amateurs de breuvages bon marché. Il réfléchit aux itinéraires les plus sûrs pour transporter la marchandise, en évitant les patrouilles de police les plus zélées et en soudoyant celles qui préfèrent arrondir leur fin de mois. Il évalue les risques encourus par chaque bar, lesquels peuvent tolérer un raid, lesquels ont besoin d'une vigilance renforcée. Selon les estimations de certains historiens, il existe à Chicago au moins 10 000 speakeasies en 1921. Cette explosion du marché illégal donne à ceux qui savent organiser et sécuriser les livraisons un pouvoir colossal. Désormais, il ne se contente plus d'être le simple intermédiaire. Il devient l'architecte d'un système complexe où la protection, la collecte d'argent et le maintien d'un réseau uni lui apportent un prestige grandissant. La réputation qu'il s'est forgée derrière le comptoir lui sert à convaincre les patrons de bars clandestins de s'aligner sur ses directives. Les gérants, impressionnés par son aisance, commencent à le considérer comme un conseiller incontournable. Parallèlement, il tisse des liens étroits avec certaines figures politiques locales. Les maires, les échevins et les policiers corrompus ont besoin de gagner beaucoup d'argent et d'exercer un contrôle indirect sur la criminalité de manière à maintenir un semblant d'ordre dans les rues. Conscient que ces relations peuvent faire toute la différence, il invite parfois des officiers ou des fonctionnaires influents à des dîners où l'alcool coule à flot. Il sait doser chaque parole, lisser chaque tension, garantir à ses interlocuteurs une rémunération confortable à condition qu'ils respectent le pacte tacite. À tout moment, il reste alerte pour percer les mensonges et deviner les intentions cachées, car il se rappelle les années passées derrière un bar à observer le moindre geste, la moindre expression faciale chez les clients. Il comprend quand quelqu'un s'apprête à le trahir et n'hésite pas à le faire savoir d'un regard froid ou d'une remarque cinglante. Peu à peu, il s'entoure de seconds fidèles, prêts à exécuter ses ordres et à éliminer les obstacles qui se dressent sur son chemin. Certains de ses lieutenants gèrent la logistique, d'autres se chargent de la collecte d'argent ou du recrutement de nouveaux membres. Il participe lui-même à la sélection, vérifiant le casier judiciaire, la motivation et la personnalité de chacun, car il refuse de voir son organisation Infiltré par des informateurs travaillant pour la police ou pour un gang ennemi. Son mentor, Johnny Torrio, incarne à ce moment précis le cerveau de l'opération. Torrio, plus calme, plus porté sur la négociation que sur l'affrontement direct, préfère manœuvrer dans l'ombre pour éviter l'attention excessive de la presse et des autorités. Il veut installer un semblant de tranquillité dans les rues de Chicago, passer des accords avec les gangs concurrentiels et répartir le territoire de manière à éviter les bains de sang. Lui, en revanche, montre un style plus flamboyant et n'hésite pas à user de la violence. Il tient toutefois son rôle d'exécutant loyal et en retire un immense respect de la part des hommes de main. Les deux forment un duo complémentaire. Torrio élabore les grandes lignes, assure un contact discret avec des personnalités influentes, tandis que son protégé se charge de régler les comptes, d'intimider les rivaux et de consolider la mainmise sur le trafic d'alcool. Quand surviennent les premiers affrontements importants avec des gangs irlandais du North Side, il se retrouve en première ligne pour organiser les représailles et défendre les territoires acquis. Les tensions s'intensifient au fil des mois. Les transactions illégales se multiplient et la quête du profit aiguise la concurrence. En 1924, plusieurs règlements de compte éclatent dans la ville, laissant sur le carreau des bandits de tous horizons. La police peine à endiguer cette vague de violence, surtout parce que les bilans officiels sont truqués ou que les officiers sont eux-mêmes soudoyés. Chaque camp essaie d'éliminer les partisans de l'autre, et la presse commence à faire ses gros titres sur ce climat de terreur qui règne dans certains quartiers. Torrio, qui avançait encore prudemment, se retrouve pris dans l'engrenage. En janvier 1925, il est victime d'une tentative d'assassinat émanant vraisemblablement de rivaux qui contestent son autorité. L'attaque, très violente, le blesse grièvement. Il échappe de peu à la mort, mais il est si affaibli qu'il choisit de se retirer temporairement pour soigner ses blessures et échapper au chaos. C'est un tournant majeur. Pour la première fois, Torrio admet qu'il est peut-être temps de passer la main à une figure plus jeune, plus énergique, et prête à assumer pleinement les risques de la guerre des gangs. Lui,
qui se montre déjà audacieux et charismatique, se retrouve propulsé sous les projecteurs. Il hérite du réseau, des contacts et de la structure que Torrio a patiemment mise en place. Toutefois, il n'en conserve pas seulement l'ossature. Il y ajoute son propre style, bien plus direct et redouté. Il comprend que pour étendre encore davantage l'empire naissant, il faut centraliser le pouvoir et imposer une autorité absolue. Les propriétaires de bars clandestins, qui pouvaient auparavant négocier leurs tarifs avec diverses factions, voient désormais une hiérarchie plus nette se mettre en place. Ils constatent que s'ils s'alignent sur les règles imposées, ils bénéficient d'une protection solide, mais qu'en cas de résistance, la sanction est immédiate. Lui s'entoure de gardes du corps triés sur le volet, investi dans la corruption de juges et de hauts gradés de la police, s'assure de pouvoir empêcher toute inculpation sérieuse. Sa renommée franchit les limites des quartiers malfamés pour atteindre le centre d'affaires, où même des hommes d'affaires parfaitement respectables comprennent que travailler avec lui peut se révéler rentable pour faire circuler l'argent sans trop de questions. Dans cette métropole où la population dépasse déjà les 2,5 millions, il sait qu'il lui faut diversifier ses activités pour consolider son empire. En plus de l'alcool, il investit dans les jeux clandestins, installe des maisons de paris, patronne des établissements de prostitution. Il préfère parfois déléguer la gestion quotidienne de ses activités à des hommes de confiance, mais il suit de près les comptes et exige d'être tenu informé. Il sait parfaitement qu'il suffit d'un événement malencontreux, d'un détournement de fonds ou d'une trahison pour que tout s'effondre. Son tempérament déterminé et sa propension à la brutalité lui permettent de décourager les velléités de rébellion. Son passé de barman n'a pas disparu. Ayant conservé le sens du contact, il continue de recevoir dans ses bureaux improvisés des restaurateurs qui cherchent une protection, des politiciens en quête de financement ou des importateurs illégaux qui ont besoin d'un solide réseau de distribution. Il les reçoit souvent dans une ambiance détendue, partageant un verre de whisky clandestin pour conclure plus vite les affaires. Puis, quand le contrat est scellé, chacun repart avec la conviction de participer à une vaste entreprise criminelle, mais de le faire aux côtés du nouvel homme fort de la ville. Les journaux entendent parler à maintes reprises d'affrontements sanglants qui émaillent la lutte pour le contrôle du marché de l'alcool. Même si sa popularité grandit dans certains milieux, il crée bientôt la polémique en raison du nombre croissant de fusillades liées à son organisation. Les gens entendent parler de lui comme du barman devenu stratège de la contrebande, puis comme du lieutenant qui a remplacé Torrio. Les plus modestes le considèrent parfois comme un personnage presque légendaire, capable de régaler les pauvres en argent et en fêtes. Pour beaucoup, il n'est encore qu'un protagoniste parmi d'autres d'une histoire de gang, mais dans le paysage de Chicago, son ascension n'a plus rien d'ordinaire. Il commence déjà à attirer l'attention des territoires voisins. Certains rivaux envisagent de s'allier pour contenir son influence, d'autres préfèrent au contraire prêter directement avec lui pour profiter de ses filières d'approvisionnement et de ses protections politiques. Grâce à ses caisses bien remplies, il peut placer ses hommes un peu partout, dans les postes de police, dans les administrations, voire dans les tribunaux. Il subventionne certains journaux, ce qui lui permet de contrôler partiellement son image. Si la violence surprend parfois l'opinion publique, il diffuse aussi l'idée qu'il assure paradoxalement un certain ordre. Là où il règne, la petite délinquance recule, les commerçants sont plus tranquilles, pourvu qu'ils s'acquittent de la taxe qu'il impose. Dans l'ombre, il continue d'abattre les rivaux tenaces, de menacer les juges récalcitrants et d'orchestrer des opérations punitives si nécessaire. Il ne délègue jamais totalement la partie la plus sensible du travail. Il veille personnellement à ce que les pots de vin arrivent à destination, que les comptes soient exacts et que l'approvisionnement en alcool ne subisse aucune rupture. Ses lieutenants reconnaissent en lui l'équilibre subtil entre la douceur et la brutalité. Le matin, il peut apparaître parfaitement poli et conciliant au téléphone, négociant avec un responsable politique, tandis que le soir, il peut donner l'ordre d'éliminer un concurrent trop ambitieux. Cette façon de se comporter forge sa réputation de meneur charismatique, multitâche et impitoyable. Quand les ardeurs meurtrières se déchaînent entre les différentes factions, il refuse de reculer, conscient que chaque signe de faiblesse pourrait le discréditer auprès de ses partisans. Il finance des armements, des véhicules blindés, engage des tueurs à gages recrutés dans les bas-fonds ou parmi d'anciens soldats démobilisés qui cherchent à gagner rapidement de l'argent. Les gangs adverses s'organisent également et essaient de lui arracher quelques pans de territoire,
mais il a déjà compris l'importance de la contre-attaque immédiate. Dans cette guerre qui se déroule presque au grand jour, Torio est désormais en retrait. Les chemins se séparent peu à peu. Torio souhaite la discrétion et craint une réaction fédérale si les meurtres continuent d'augmenter, tandis que lui considère que le moment est propice pour asseoir une domination totale. Les patrons de bars clandestins, parfois terrifiés par la tournure des événements, n'osent pas le contester quand il exige qu'ils refusent de se fournir ailleurs. Il leur propose en échange une garantie de sécurité. Pour échapper à cette effusion de sang, il préfère payer. Ainsi, il étend encore son emprise, accroissant la centralisation déjà amorcée et perfectionnant les rouages de sa machine financière. Malgré une certaine peur, nombreux sont ceux qui commencent à éprouver une forme d'admiration pour ce nouveau roi du trafic, car il incarne l'image d'un self-made man né dans une famille pauvre qui maîtrise si bien la sociabilité qu'il en a fait un instrument de pouvoir. Ces hommes se vantent du faste de ses réceptions, de ses costumes coûteux et des personnalités influentes qu'il approche pour solliciter ses services. À la différence de Torio, il embrasse la part publique de sa réputation, sachant que cette notoriété lui permet parfois de faire pression sur ses ennemis. Son nom circule non seulement dans les tavernes clandestines, mais aussi dans les salons cossus, où il n'est pas rare de voir des politiciens capitaliser sur son argent. À présent, il n'est plus le simple sbire qui répond aux demandes. Il dicte les conditions et celles des alliances, notamment avec des policiers de haut rang qui acceptent de fermer les yeux sur l'ampleur du trafic. Cet équilibre instable dure tant que chacun y trouve son intérêt. Sa prise de pouvoir se trouve quasiment consacrée quand Torio, affaibli et lassé, lui confie la gestion totale du réseau. En quelques mois, la ville se met à dépendre d'un homme capable de contrôler la distribution d'alcool et l'ensemble des trafics parallèles qui l'accompagnent. Les citoyens ordinaires, même ceux qui n'approuvent pas la mafia, commencent à réaliser que les lois de la prohibition ont enfanté un monstre plus puissant que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Lui, au centre De ce maelstrom, continue à affiner l'art qu'il a appris derrière un comptoir. Savoir écouter, flairer le danger, jauger si un interlocuteur dit la vérité ou s'il prépare un coup fourré, manipuler les perceptions pour que chacun reparte avec l'impression d'avoir conclu un marché avantageux. Il sait qu'il peut se montrer généreux pour acheter la bienveillance de certains, puis se muer en justicier impardonnable quand il se sent menacé. Ziz Barman, devenu chef de gang, se transforme désormais en véritable parrain, alliant la ruse à la férocité pour élever Chicago au rang de capitale du crime organisé. Les débuts modestes de l'exil new-yorkais sont loin, et son ascension ne fait que commencer.